Moi, je suis allée aux États-Unis, c'était en 2002, en 2003. Alors là, le conservatisme, je sais ce que c'est. C'était un club où toutes les jeunes filles se réunissaient et puis là, on leur prêchait la bonne parole. Oui, il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Oui, il faut faire ça à son homme. Oui, nanani, nanana. Enfin là, on est sur du conservatisme. C'est des jeunes qui font la fête. Moi, j'ai passé le week-end dans les bars et on a trimballé dans tous les bars, quoi. Tu vois, par exemple, en France, on a cette image du beauf ou de la famille beauf, ils ont des enfants, etc. Ouais, alors que c'est pas... Il n'y a rien de bof, tu vois, c'est genre c'est les tuches, tu vois. Les tuches, voilà, c'est ça, les tuches. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut faire un élevage de poules pondeuses, je répète, un élevage de poules pondeuses, s'il vous plaît, je peux vous aider. Привет, друзья! Привет, ребята! Сегодня наш выпуск наших видео будет на французском языке, потому что у меня в гостях очень интересный человек, intéressant blogger. Donc aujourd'hui, le podcast sera en français, ce ne sera pas en russe parce que j'ai comme invité Lily en Russie. C'est ça, c'est moi, Lily en Russie. Qui est une blogueuse super intéressante, qui parle de sujets intéressants au sujet de la Russie. C'est ça, principalement autour de la Russie, oui. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est ton authenticité, comment dire, ton franc-parler. Oui, il n'y a pas de filtre avec moi. La Russie infusée en toi, voilà. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de filtre, ça sort tout seul. C'est ça, et c'est ce que j'apprécie le plus en fait, parce que quand je vois des gens qui filment, qui font des vidéos sur la Russie, il y a beaucoup de... Soit c'est des gens qui ont quelque chose à vendre, donc forcément des accompagnements, etc. Donc ils donnent une image qui est beaucoup plus attrayante, on va dire. Oui, plutôt commerciale, pour vendre leurs services, ou effectivement. Voilà, ce qui est tout à fait, tout à fait business, normal, hein, voilà. effectivement. Et puis, ou alors il y a effectivement tous les médias mainstream qui n'arrêtent pas de penser le sujet de la Russie, mais bon. Exactement, donc de la propagande, ou simplement un peu de déformation des faits, c'est ça, que ce soit honnête ou que ce soit une vision qui est héritée peut-être de l'Union soviétique ou des années 90 aussi. Oui, déformée en fait, une vision aussi qui est déformée par rapport à la réalité, de ce qu'elle souhaite projeter sur la Russie, mais nous on y est. Exactement, voilà. on y vit, et puis en plus on n'a rien à... Comment dire, on est objectif dans le sens, effectivement, on est biaisé puisqu'on vit en Russie, on a quand même fait le choix de vivre ici, on considère que c'est un pays qui correspond parfaitement à nos attentes. C'est ça. Mais en même temps, on n'a pas forcément particulièrement envie que les gens viennent en masse, ou enfin on n'a pas de... Voilà, on gagne rien de... Non, on ne gagne rien en fait par rapport à ça, c'est juste nous, notre ressenti en tant qu'étranger, français, occidental, qui est venu s'installer en Russie en fait. En plus, nous, on fait plutôt partie d'une jeune génération d'immigrés. Exactement. Parce qu'on est plutôt sur les immigrés qui viennent en Russie. C'est plutôt à partir de la quarantaine, cinquantaine, et voire des retraités. Donc nous, en fait, on a un regard plutôt de jeunes immigrés, quoi. Exactement, tout à fait. C'est quelque chose que j'observe beaucoup. Des gens qui s'intéressent à la Russie, c'est soit des gens qui ont un certain âge, effectivement, soit à la retraite, soit ils approchent de la retraite, soit ils ont vécu une Russie qui n'existe plus, en fait. C'est ça. Et qui ont toujours cette représentation de venir ici, vivre comme des rois, et que tout le monde va les attendre avec un tapis rouge, etc. Mais pour les jeunes, généralement, soit il y a une représentation qui est très influencée par ce qui est dit dans les médias. C'est ça. Soit c'est une indifférence ou simplement une ignorance ou aucune information en fait qui pourrait donner une vision objective du pays qui attire, qui est de nature à attirer les gens, quoi. Oui, des jeunes. En fait, l'image de la Russie, on donne toujours une image de la Russie assez rigide en fait, je trouve. Très politisé vis-à-vis de ce qui se passe actuellement aussi, donc ça tourne toujours un peu autour des mêmes sujets, quoi. Pays très rigide, très politisé avec la scène internationale et avec aussi toute la désinformation qu'il y a autour, où on nous explique que les Russes, ils font la queue au supermarché, etc. Mais il y a aussi, je pense, une vision aussi politique, mais peut-être par rapport aussi au gouvernement russe, où ils valorisent aussi une Russie très traditionnelle. Qui est relié aussi par d'autres personnes qui vont enrichir aussi ce côté-là très conservateur, très traditionnel de la Russie. Et je pense qu'en fait certains se font une image aussi de ce pays-là, mais
Je comprends aussi par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe, il y a quand même deux images différentes entre la Russie et ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Oui. Et donc je pense qu'aussi les gens qui souhaitent venir en Russie, c'est parce qu'ils ont envie de retrouver aussi des valeurs plus traditionnelles, conservatrices. Ça peut s'entendre. Exact. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que cette image correspond à une réalité? Oui, est-ce que ça correspond à la réalité de ce qu'on vit en fait de tous les jours autour des Russes qui nous entourent en fait? Tout à fait. Et donc je pense que Lily et moi-même avions des frustrations parce qu'on est branchés sur le contenu, sur YouTube, etc. Oui. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de podcast ou de contenu qui soit objectif et qui n'est pas derrière une arrière-pensée commerciale. Oui. Encore une fois, on n'est pas là, on ne critique pas, au contraire, c'est très très bien les blogueurs que je suis et que j'apprécie beaucoup à titre personnel ou autre. Ce n'est pas une critique, mais c'est simplement, il y a quelque chose qui manque, et ce qui manque, c'est effectivement une vision jeune. C'est ça. Et de discuter de sujets actuels et une vision des choses qui ne soient pas en fait ancrées dans des présupposés, dans des clichés. Oui, ou dans des stéréotypes. Dans des stéréotypes. Voilà, donc ce podcast s'adresse, c'est pourquoi que j'enregistre le podcast en français, parce que ça s'adresse à une audience francophone. Je sais que j'ai beaucoup de Russes qui me suivent sur ma chaîne. Donc ça peut être... Извините, пожалуйста. Будут другие подкасты, возможно, на русском языке. Да. Ну, сегодняшний подкаст будет на французском. Ok, donc j'ai fait un peu de recherche pour notre podcast et je t'ai ramené des statistiques parce que beaucoup de gens parlent d'idées générales. Oui. Donc moi j'ai essayé de trouver des statistiques sur le sujet qu'on a choisi ensemble, qui est sur la tradition en Russie. Est-ce que la Russie est un pays si traditionnel que ça, ou est-ce qu'il est traditionnel dans le sens qu'on l'imagine en France par exemple ou en Occident? Est-ce que cette vision traditionnelle correspond? Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de tradition? Ça correspond à la même chose que nous en tant qu'Européens, Français, on va penser, on va imaginer. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité d'aujourd'hui en Russie? Oui. Exactement. Surtout avec... on va parler de la Russie 2025 avec sa jeunesse et le monde qui change autour. Oui. Exactement, tout à fait. Et donc j'ai pour toi une première statistique en fait, c'est sur les études supérieures. Donc je vais te faire un petit quiz, je vais te poser des petites questions et tu vas essayer de deviner, d'accord? Alors si on prend par exemple tous les nouveaux diplômés de l'éducation supérieure, donc université, master, école d'ingénieur, institut supérieur en Russie, à ton avis quel est le pourcentage de femmes qui sont diplômés tous les ans par rapport au total? C'est combien? Sur le nombre, sur la totalité de ceux qui ont eu un diplôme supérieur, des études supérieures, quel est le pourcentage de femmes? Est-ce que c'est 6 femmes sur 10 diplômés? Est-ce que c'est 5 femmes sur 10? Est-ce que c'est 3 femmes sur 10? C'est quoi? C'est 30%? C'est 80%? À ton avis, c'est combien? Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur peut-être du 60%. Waouh! Les amis, on ne s'est pas mis d'accord. Oui. Elle n'a pas vu les statistiques, mais effectivement, c'est ça. C'est 57% de tous les diplômés, donc presque 6 femmes sur 10 qui sont diplômées de l'éducation supérieure en Russie. 6 personnes sur 10 sont des femmes, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, alors qu'en Occident, on entend beaucoup, la Russie, la femme russe, c'est la chirurgie esthétique, ça reste à la maison, etc. Elle a les ongles super bien manucurés. Exactement, on honnit le féminisme, on est sur des... Elle est soumise, elle reste à la maison. Exactement. Donc, 6 femmes sur 10 de l'éducation supérieure, enfin 6 personnes sur 10, 6 diplômés sur 10 qui sont des femmes. Donc un accès facilité au marché de l'emploi, des études supérieures qui sont avec des taux qui sont incroyables. Pourquoi à ton avis, pourquoi on a cette image de la femme russe dans le monde occidental, on va dire, qui ne correspond pas à cette réalité d'une femme instruite? Est-ce que toi, autour de toi, tu as eu par exemple des retours de gens que tu connais en France qui avaient une image complètement déformée de ces femmes? Et à ton avis, pourquoi on cultive cette image? Je pense qu'il y a aussi la période qui a beaucoup marqué, la période des années 90, début 2000, où justement, vis-à-vis de la chute de l'Union soviétique,
s'est installée en fait une Russie sous Eltsine où économiquement c'était très compliqué. Voilà, pour des familles entières, la situation financière était très dure. Et c'est vrai qu'il y a commencé à avoir beaucoup de jeunes femmes russes qui se sont tournées soit vers des hommes occidentaux pour se faire, on va dire, désolé du terme, mais entretenir quoi, qu'elles aient une meilleure vie, un passeport américain, français, ou etc. Ou effectivement d'aller vers des hommes qui ont de l'argent parce que elles ont envie d'avoir un toit sous leur tête et puis faire des enfants. Et donc voilà, donc il y a un peu toute cette image de cette période-là qui a été un peu fantasmée, je veux dire, par rapport à la mentalité des Occidentaux qui se disent ça va être facile de trouver une femme russe parce que bon voilà, elle est dans le besoin qu'on l'entretienne, voilà, d'être en tenue. Et en fait, non, aujourd'hui le monde change. C'est vrai que voilà, les femmes, les jeunes femmes russes aujourd'hui, elles ont envie d'être instruites, d'avoir leur propre activité à leur compte. Et bien sûr, elles ont aussi certaines des grandes carrières dans des grandes entreprises. Je pense à la directrice commerciale de Whiteberry, qui est une femme, voilà, oui, qui est à la tête de Whiteberry, c'est une femme. J'aimerais tellement interviewer cette femme, c'est une histoire incroyable. Et tu sais combien d'enfants elle a? Je crois qu'elle doit en avoir plus de 5 enfants à vérifier. C'est une femme, c'est une mère de famille nombreuse qui ne vient ni de Moscou ni de Saint-Pétersbourg, qui a eu cette idée géniale de créer l'équivalent de Amazon qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis, l'équivalent d'Amazon. Et effectivement, elle a entrepris. Donc voilà, c'est l'image d'une femme qui à la fois concilie un rôle plutôt traditionnel. Oui, de la mère de famille, voilà, qui va éduquer ses enfants, exactement, mais en même temps qui est à la tête d'un business, quoi, qui pèse Bien sûr, des millions, voire des milliards, quoi. Donc non, oui, je pense que... Mais cette vision-là, je la remarque plutôt chez des hommes arrivés plutôt de la cinquantaine. Des boomers. Ouais, ok, boomer. C'est vrai, je regarde des fois des commentaires sous certains canaux Telegram où on va parler un peu de la société russe ou des femmes russes, etc. Et oui, il y a, je pense que chez certains occidentaux, encore cette image-là de la femme russe un peu frêle, qui a besoin de l'homme occidental ou un homme riche qui va l'entretenir. Mais en fait non, parce qu'aujourd'hui la société russe permet voilà, d'être aussi indépendant. Voilà, on peut ouvrir un business assez facilement, on peut avoir accès à des études assez facilement, donc moi, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a aussi ce côté... faire des études supérieures, c'est aussi, toi, avoir ton indépendance, quoi. Bien sûr. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes russes, peut-être qui ont vécu avec des mamans qui ont vécu les années 90, où justement, c'était pas facile. Et puis peut-être que certaines, elles auraient voulu faire quelque chose d'intéressant dans leur carrière et qui se retrouvent des fois un peu comme prison dorée, en fait. C'est ce que j'appelle, de dire, en fait, je suis dépendante de quelqu'un qui subvient en fait à mes besoins. Donc je pense que aussi peut-être certainement dans la tête de beaucoup de jeunes femmes russes, c'est de dire moi je veux pas répéter ce schéma-là, en fait. J'ai envie de m'instruire, de sortir de grandes universités, diplômée, et puis à l'avenir d'avoir un poste convenable. Mais il faut dire aussi que ce schéma, en fait, c'est un schéma qui est assez récent. C'est-à-dire le schéma que tu décris, c'est un schéma c'était une parenthèse de l'histoire de la Russie moderne, puisque dans les années 90, effectivement, il y a une situation économique qui était tellement dure que quand on posait la question dans des écoles aux enfants ce qu'ils voulaient devenir, les enfants, les garçons voulaient devenir bandits et les filles prostituées. Mais c'est une parenthèse, parce que l'Union soviétique, les femmes tout le monde travaillait. En fait, la femme a eu accès au vote en Russie avant même que la femme ait pu ouvrir un compte bancaire ou à voter en France, par exemple. Donc les acquis, on va dire, du féminisme en Russie, c'est une évidence. C'est ça. Et c'est une très bonne transition pour le prochain pan, parce que donc on voit bien que près de 6 diplômés sur 10 sont des femmes, les femmes ont accès à des études supérieures, c'est très valorisé dans la société, il y a beaucoup cette culture de perfectionnisme aussi qui est aussi bien infusée chez les garçons que chez les filles. Mais au même temps, tu as une statistique aussi je crois d'Eurostat qui dit que 15% des femmes seulement en Russie se disent féministes. Donc on a 85% des femmes qui sont anti-féministes. C'est ça. Et donc justement,
nous, quand on voit ça, quand on se dit d'un point de vue occidental que les femmes ont accès à l'éducation, on va parler aussi par la suite du taux de divorce, donc ça veut dire que c'est très facile de divorcer en Russie. C'est très, très facile. Et ça signifie aussi que la femme a une indépendance économique, parce que taux de divorce élevé, ça veut dire qu'il y a une indépendance, une capacité à vivre par ses propres moyens. Donc il y a tellement de choses, on se dit « Ah, bah, c'est normal, ça voudrait dire que la femme russe a des acquis féministes, donc elle est féministe. » En fait, les femmes se déclarent à 15% féministes. 85% des femmes en Russie sont anti-féministes. Mais oui. Pourquoi je sais que la Russie est le pays des paradoxes, mais à ton avis, à quoi est due cette différence de perception peut-être du féminisme ici et celui qu'on a en Europe? Je pense que le féminisme aujourd'hui en Russie n'a rien à voir avec le féminisme qu'on connaît actuellement en France. On est dans des extrêmes en fait. Oui. Le problème c'est qu'en France on est rentré vraiment dans des extrêmes et de guerre entre les sexes, je trouve. C'est-à-dire que oui, en France, on va pousser les jeunes femmes à être très indépendantes. Voilà, oui, il faut que tu fasses des études supérieures, il faut que tu aies une bonne carrière, il faut que tu puisses faire tout de toi-même, c'est-à-dire si tu vis seule en appartement, il ne faut pas que tu comptes sur un homme, tu peux le faire toi-même. Donc on est rentré dans un espèce de schéma où la femme, elle se dit ok, je peux faire tout de moi-même, j'ai pas besoin d'un homme, mais en fait c'est pas vrai en fait. Moi je le vois, j'ai vécu seule en appartement pendant un moment, mais des fois il y avait des choses où non, j'avais besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir un homme avec moi. Donc, mais en France on est rentré je pense dans une guerre des sexes, dans l'extrême. Et en Russie, non, ils comprennent que chacun a sa place en fait. L'homme a sa place et la femme a sa place. Mais justement, comme la société aussi évolue, je pense que les Russes en fait évoluent aussi avec leur temps. Oui, alors les féministes qu'on va appeler aujourd'hui en Russie, principalement, soit c'est vraiment des femmes qui ne veulent pas du tout d'hommes dans leur vie en fait, et ça va être moi je gère tout toute seule, j'ai pas besoin d'avoir un homme qui me paye quoi que ce soit, je vais payer tout, je vais être à la tête de mon entreprise, ou soit vraiment des femmes qui on va dire un peu je vais pas dire marginal, mais contre-mouvement politique en fait, qui vont être contre tout ce qui est patriarcat, etc. Donc voilà, mais ça reste minime par rapport à ce qu'on voit nous en France. Je pense que les Russes comprennent aussi que les deux sexes ont leur place dans un couple, et ce qui fait que je trouve il y a quand même une harmonie, tu vois, un certain respect, là où en France vraiment, l'homme ne retrouve plus vraiment sa place dans le couple, il ne comprend pas vraiment ce qu'il doit amener à une femme, se comporter avec une femme, qu'est-ce qu'il doit, des rendez-vous, comment ça va se passer, donc, parce qu'il est déstabilisé devant une femme qui veut montrer sa toute-puissance en fait. Exactement, qui se sent insulté si l'homme lui tient la porte, s'il peut au resto, ou s'il fait une attention, c'est que... Et en même temps, vous voyez, en France, certaines se plaignent que les hommes sont pas assez entreprenants, mais en même temps, on a cette agressivité où... si un homme va nous offrir des fleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ça va pas, moi je suis pas comme ça, je suis pas une fille facile. En fait, je pense qu'on nous a mis tellement d'idées dans la tête, il y a quelque chose en France qui se fracture en fait. Moi je pense entre les hommes et les femmes, c'est un peu triste en fait, parce que on arrive à un moment où en fait des fois il n'y a pas de non-retour. On n'arrive pas à trouver de solution et l'homme perd sa place de plus en plus. Et on le voit dans les jeunes générations. Moi j'ai un jeune frère qui des fois un peu perdu dans le sens où comment j'aborde une fille en fait. Parce que j'ai peur de me faire refouler, parce qu'elles vont être hyper agressives, etc. Donc on est en train le problème c'est qu'en Europe, je pense que vraiment on est en train de perdre les repères entre l'homme et la femme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont une vision aussi en clair, encore une fois, c'est un cliché à déconstruire, c'est qu'ils croient que les hommes russes sont des brutes, c'est du virilisme à outrance, alors que c'est une réflexion très simple, c'est que tu vois, les hommes russes ont tous été éduqués par des femmes généralement. La prégnance de la figure féminine en Russie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a toujours eu
un déséquilibre démographique entre les femmes et les hommes. Il y a eu toujours plus de femmes que d'hommes, parce que, bon, quand même, plus de 20 millions de soviétiques sont décédés au cours de la Deuxième Guerre mondiale, donc il fallait bien que les femmes travaillent. Donc il y a des enfants, les jeunes garçons ont été éduqués souvent par leur mère, par leur grand-mère. Même aujourd'hui, tu vois, je parlais avec une amie qui est mère célibataire, qui a un fils, et il me dit, mais tu sais, le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, il n'y a que des repères, il n'y a que des femmes. Enfin, le Dietsky Sad, il n'y a que des femmes, donc la maternelle, l'école, c'est difficile. Enfin, j'ai un homme sur 10 qui est professeur en Russie. Le taux de divorce est élevé, donc souvent les garçons restent avec leur mère, ou là avec la grand-mère. Donc, en fait, ce sont des hommes qui ont toujours été entourés de femmes. Et ce qui me marque, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois, tous les analystes politiques en France te disent oui, le problème de la France, c'est que c'est une société féminisée. Enfin, Zemmour et compagnie te disent oui, c'est normal parce que il y a des valeurs féminines. La Russie n'est pas du tout une société féministe, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas du tout féminisés, et pourtant ils sont entourés de femmes. C'est ça, comment est-ce que tu peux expliquer ce paradoxe? Je pense que aussi la place de l'homme en Russie a vraiment une place particulière où, comment dire, il doit être un peu, pas le chef de famille, mais comme ils disent en Russie, l'homme c'est la tête, la femme c'est le cou. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce rôle que doit endosser un homme en Russie, c'est celui de protéger sa famille, de subvenir aussi à l'aspect, on va dire, financier plus conséquent au sein du foyer, parce que la femme, elle va beaucoup plus s'occuper de l'intérieur du foyer, c'est-à-dire l'éducation des enfants, tout ce qui va être autour de l'aménagement du foyer. Voilà, quand les Russes vont faire des courses ensemble, c'est plutôt la femme qui va décider de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'elle va préparer pendant la semaine. Et l'homme ne subit pas ça comme étant une dévirilisation, au contraire. C'est pas quelque chose. Je veux dire, l'homme n'est pas aussi fragile que peut l'être l'homme occidental pour se sentir visé ou se sentir, on va dire, émasculé si la femme prend de telles décisions. Par exemple, dans le couple, lui dit c'est elle qui gère. Donc il y a un rapport un peu décomplexé avec... Oui, il y a un rapport décomplexé, et puis l'homme, bien évidemment, par exemple, s'il y a des travaux à faire, des choses plus conséquentes, il sait que ça va être son rôle, en fait. Donc, en fait, les rôles sont déjà définis entre l'homme et la femme en Russie, ils arrivent à trouver leur place, non, ce qu'on imagine, effectivement, les hommes russes, oui, sont... en fait, la Russie, la femme est mise sur un piédestal, moi, je trouve. Et beaucoup de choses sont faites autour de la femme, de la féminité. Et les hommes, en fait, se construisent aussi dans cette société-là. Je pense qu'aussi, il y a le fait de montrer ce côté virilité, ce qui fait qu'ils ont un peu une image un peu rustre, un peu... c'est moi la tête. Et donc oui, il y a ce côté-là aussi. Mais en même temps, comme tu dis, moi je vois la différence avec la culture latine. Des fois, les hommes de la culture latine sont beaucoup plus durs avec les femmes. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Le jugement de comment la femme est jugée, par exemple en Occident, alors que ici, tu vois, on est décomplexé. Il y a des rapports. C'est-à-dire que les hommes les gens vont croire que c'est traditionnaliste, c'est un pays traditionnel, donc ça veut dire que la femme va avoir le sobriquet, prostituée, ça ne dit pas convenablement, indécent, etc. Tu vois. Mais ce n'est pas vraiment cette vision patriarcale qui est prégnante ici. L'homme est viril, la femme est féminine, et c'est ok pour tout le monde. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas ce rapport péjoratif à la femme qui exprime sa féminité. Donc il n'y a aucun problème. On peut exprimer sa féminité sans être jugé, comme on peut l'être dans un pays latin, effectivement. Oui, c'est vrai que dans un pays latin, le regard de la femme, il est tout le temps constamment jugé. Je trouve qu'on a un poids en tant que femme de pays latin qui est... un poids qu'on porte sur nos épaules, sur le jugement qu'on peut avoir dans tout ce qu'on fait en fait dans notre vie. T'es habillée comme ça va pas, t'es habillée comme ça ne va pas non plus, tu souris trop, tu souris pas assez, t'es pas... Même dans le monde professionnel, les attentes d'une femme dans le monde professionnel en France, c'est pas évident, quoi. C'est assez dur. Donc, et là, oui, de toute façon, pour un homme russe, une femme, doit incarner la féminité. Voilà, le côté douceur, féminité.
parce que eux, bien sûr, voilà, ils vont incarner un rôle plutôt vraiment plus masculin, donc il faut qu'il y ait aussi un contraste. Ils ne peuvent pas se retrouver avec une féministe ultra virulente, non, tu vois. Donc il y a ces rapports effectivement où, entre les hommes et les femmes russes qui, je trouve, qui est assez intéressant. Ouais. Oui. Et tu vois, par exemple, il y a une statistique aussi intéressante qui n'est pas forcément favorable aux femmes pour le coup, et c'est une statistique, je crois, de l'ONU ou de la Banque mondiale, je ne sais plus. Oui, c'est une statistique de 2021 de l'ONU, c'est que les femmes en Russie, généralement, gagnent 28% de moins que les hommes à poste égal. Mais est-ce que c'est injuste dans la mesure où généralement l'architecture du couple russe c'est que l'homme paie pour tout et que la femme généralement contribue évidemment à la hauteur de à la hauteur de ce qu'elle gagne, mais généralement les finances au sein du couple incombent plus à l'homme qu'à la femme. Donc est-ce que c'est vraiment dérangeant que la femme gagne en moyenne 28% de moins que l'homme? J'ai pas l'impression que pour eux ce soit dérangeant. Parce que comme tu dis, c'est l'homme qui va contribuer aux plus grosses finances en fait dans un couple russe. Donc peut-être que après je sais pas, ça dépend des postes un peu évidemment. Il faut creuser autour de ça du marché du travail en Russie. Ça pareil, je suis toujours quand ils sortent des statistiques comme ça en France. En fait, le rapport, comment dire, ce que perçoivent les gens, c'est l'issue, c'est l'outcome, c'est d'une négociation salariale. Je veux dire. C'est ça, oui. Ça n'a aucun sens. En fait, de lier le sexe ou le genre de la personne au salaire qu'elle va percevoir n'a aucun sens dans le sens où en fait c'est un rapport individuel. Tu négocies ton salaire, sauf si tu es fonctionnaire, avec les ressources humaines, avec ton manager, avec la personne qui te recrute. Si tu ne réclames pas d'augmentation et que tu as ton collègue qui réclame haut et fort, et qui menace de quitter son poste et de démissionner, de changer de poste, en fait... je veux dire, c'est un rapport libéral. Et donc l'écart salarial, c'est plus la traduction d'un caractère différent qui existe entre les hommes et les femmes. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est ainsi. Et donc c'est simplement une conclusion de ça, de cette différence en fait entre les deux caractères. Les hommes ont moins de difficultés à revendiquer une augmentation salariale, ils vont être à la recherche d'emploi, à l'écoute d'opportunités, et la femme évidemment, puisque en effet, elle a aussi un rôle qui est au sein du couple, au sein de sa famille, etc. Elle n'a pas forcément le loisir de vouloir construire une carrière comme l'homme le fait. Donc la disponibilité mentale, la charge mentale de la femme, forcément, qu'on soit en Russie, qu'on soit en Chine ou qu'on soit en France, je ne sais pas, ça va peut-être faire crier dans les commentaires, mais la charge mentale de la femme, malheureusement, est plus élevée que celle de l'homme. Donc forcément, on va dire, l'écart salarial, ce n'est pas une volonté conspirationniste ou un règlement intérieur secret de la société qui veut que voilà, vous payez les femmes, vous êtes obligé de payer les femmes 30% de moins. J'y crois pas. Regarde, récemment, il y a la directrice de la Banque centrale russe qui a été, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est Forbes, qui a été élue la meilleure directrice de tous les temps de banque centrale, en fait, parce qu'elle a évité à la Russie la banqueroute, elle a pris des mesures incroyables, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne ressent pas du tout les sanctions. Des grandes décisions, Donc franchement, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes... Mais c'est juste que certaines femmes, évidemment, font le choix à un moment donné de s'investir moins que les hommes dans des sociétés, donc perçoivent moins de revenus, tout simplement. Oui, parce qu'il y a un choix à faire, parce que certaines veulent privilégier la famille, en fait, construire un foyer. Donc après, les écarts salariales, je trouve que quand même en Russie, ça s'améliore. Moi, je regarde les offres, tu vois, sur HH. En fait, les salaires proposés, que ce soit hommes ou femmes, ça va être les mêmes, tu vois. Et donc voilà, mais bien évidemment que il n'y a pas qu'en Russie qu'il y a des écarts salariales. Je veux dire, en France, il reste encore des problèmes d'écart salarial. Moi, je l'ai vu dans ma carrière, comment ça se fait que des fois, il y avait plus d'hommes qui avaient des primes, que les femmes ont galéré à plus avoir nos primes, alors qu'on travaillait d'autant plus que les hommes. Certains dans des situations où
arrivées, elles ont eu un enfant, ah mais tu comprendras, donc cette année t'as pas de prime, ça sera reporté. Parce que bon, comme t'étais enceinte, enfin voilà, donc je pense que faut un peu balayer devant sa porte avant de critiquer un pays. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont améliorées en Russie, tout n'est pas parfait, il y a des choses, je pense, qui sont courants où il doit y avoir des axes d'amélioration, mais voilà, concernant ce sujet-là, oui, c'est vrai que les femmes... après, souvent, beaucoup de femmes ont un travail officiel, voilà, mais des fois, elles font des petites activités à côté, des compléments de revenus, en fait. Oui. Donc, des fois, dans l'artisanat, les créations qu'elles vont vendre sur Internet. Donc, je trouve ça bien, d'un côté. Certaines font le choix aussi de ne pas avoir une carrière avec stressante, peut-être un mi-temps pour combler 2 activités. Mais je le comprends, tu vois. Donc, après, bon, il y en a qui n'ont peut-être pas le choix aussi, ça c'est autre chose, mais c'est comme en France, des fois, manque d'études ou quoi que ce soit, tu n'as pas fait des études supérieures ou tu te retrouves à faire des métiers, bon, pas forcément valorisants, pas des métiers que tu voulais à la base, parce que si c'est un métier que tu veux, il n'y a pas de souci, tu assumes. Je veux dire, si tu es comblé, c'est super, tu vois, mais des fois, ça arrive qu'on fasse des métiers qu'on n'a pas envie de faire et puis on n'a pas un salaire lequel on voudrait, tu vois, qui nous permette de vivre correctement. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que, ouais, moi, je ne suis pas forcément choquée en fait par rapport à ça, tant que voilà, c'est une volonté, tant que c'est un choix qui est accepté. Donc, Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, la Russie est un pays aujourd'hui libéral, d'un point de vue économique, donc au bout d'un moment, quand... je veux dire, il n'y a pas de grille salariale. Si tu as une compétence et que tu as... regarde aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de l'IT en Russie, encore une fois pour les Russes, parce que c'est vrai que la Russie, le problème, c'est qu'il faut parler russe. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Mais donc, dans l'IT, si tu es expert, tu as une compétence particulière et que tu es recherché, que tu sois une femme ou un homme, moi, je connais plein de femmes qui travaillent data analyst chez Yandex. Il y a énormément de femmes. Et donc, quand on parle de 60% de femmes qui sont, de diplômés supérieurs qui sont des femmes, donc vous imaginez bien, diplômés supérieurs, des ingénieurs, ça travaille dans l'armement, ça travaille dans la finance, ça travaille dans les top l'énergie. Voilà. Donc, ok, intéressant. Ouais. Intéressant. Alors, je vais nuancer parce que ce que je disais au début, c'est cette image de la femme russe qui est refaite, etc., n'est pas complètement fausse. Oui. Parce que la Russie est dans le top 5 mondial des pays pratiquant le plus de chirurgie esthétique, avec 15% des femmes de 18-35 ans qui envisagent une intervention. C'est une statistique Ipsos 2020. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer la Russie, c'est le pays des paradoxes. Donc, c'est vraiment des contrastes. Des femmes cultivées, études supérieures, accès au marché du travail, une indépendance, on va dire, pas une abdication du rôle de l'homme, mais une indépendance quand même financière. Et pourtant l'apparence qui est primordiale, qui est capitale en fait. Chez les femmes. Oui, mais après, bon, dans toute société, l'image de la femme, on fait toujours très attention à notre image. C'est vrai qu'en Russie, il y a beaucoup de rivalité aussi entre femmes. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité. Et bon, comme tu dis, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc il y a ce côté-là aussi de vouloir se trouver un homme. Donc beaucoup aussi jouer sur l'apparence. Mais je pense pas, c'est pas que russe. Je pense que c'est assez slave en fait, ce côté-là, très paraître en fait, de la beauté, d'être toujours jeune, paraître toujours jeune, jolie pour plaire, pour attirer les regards. Donc oui, il y a ce côté-là. Comme on dit, la médecine esthétique, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Voilà, c'est beaucoup plus accessible qu'en France. Donc, il y a tout. Mais je pense que ça touche tous les pays, tout ce monde de l'influence aussi, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, peau parfaite, lèvres parfaites, etc. Mais j'ai l'impression que, oui, les femmes russes mettent beaucoup de pression sur le paraître et la beauté. Et c'est marrant parce que j'en parle avec des potes russes et alors la
plupart, ils détestent tout ce qui est injection, botox, les parasols, là, les extensions de cils. Des fois, j'avais un ami qui me faisait rire. Il fait, maintenant, ça y est que t'es à Moscou. Il fait, tu vas pas nous faire les manicures à la russe, à la moscovite. Il me fait, ouais, parce qu'elles ont des griffes comme ça et tout. Et c'est un homme russe, tu vois. Alors, c'est marrant parce que entre ce contraste du point de vue d'un homme russe et les attentes, la pression qu'elles se mettent les femmes russes, tu te dis mais pourquoi toute cette pression autour du physique, de la beauté, puisque en face vous avez des hommes limite ils préfèrent sans maquillage. Moi j'avais on me dire t'es mieux sans maquillage, tu vois, et je suis très contente, tu vois, moi j'adore les maquillages pour moi, tu vois, ça m'éclate, j'adore ça, c'est créer machin, mais c'est vrai que c'est très ancré je pense dans la culture slave aussi, ce côté paraître. Tu vois, quand il y a des événements, par exemple des galas, etc., des grandes soirées, ça brille de mille feux. Hein. Là, c'est les talons comme ça, c'est les robes à paillettes, c'est le brushing. Enfin, c'est très intéressant à voir. Moi, je me souviens quand je suis arrivée l'année dernière à Moscou, on m'avait conviée à une soirée, c'était un théâtre, à un concert d'un artiste russe. Et moi, franchement, je me sentais tâche. Parce qu'en plus, je venais d'arriver, ça faisait 2 jours que j'arrivais, tu vois, donc voilà. Et là, je voyais autour de moi toutes ces femmes dans des robes qui brillaient, avec les escarpins comme ça, le maquillage, enfin bon. Et tu vois, le pire, c'est qu'on te dit, viens comme tu es, t'inquiète pas, cache-toi, habille-toi comme... c'est ça. Et tu arrives, tu débarques et tu te dis... C'est le petit canard, un petit canard français, c'est qui est là. Donc oui, je pense que de toute façon, il y a souvent assez rivales entre elles. Il y a de la rivalité, il y a aussi la jalousie, il y a aussi le fait qu'il y ait moins d'hommes que de femmes. Il y a ce côté-là, vouloir retrouver un homme, donc mettre le paquet aussi pour être attirante. Et c'est marrant parce que ce contraste, les hommes russes, alors qu'ils sont plutôt dans la simplicité, voilà, et alors oui, peut-être que ce genre de type de femmes qui vont beaucoup trop miser sur l'apparence, ça va attirer un certain type d'hommes qui vont juste là, parce que je veux ma super belle poupée Barbie superficielle, et puis voilà. Et je pensais aussi que c'était le cas, mais souvent tu trouves ces femmes, pour beaucoup, elles sont vraiment très bien éduquées, elles ont des postes intéressants. Mais certaines sont... Ok. Nous avons une image prototypée en France, en Occident en général, et dans beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde. Quand une femme a les ongles comme ça, les lèvres gonflées, les faux seins, tout ça, tu dis, elle doit rien avoir dans la tête, c'est quoi, si tu regardes les télé-réalités. Et là, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, ça ne reflète pas du tout. Des fois, tu trouves des femmes vraiment cultivées qui ont des diplômes. Mais... Psychologues, des avocates, elles sont. Mais oui, c'est assez intéressant parce qu'on se fait une image effectivement de la bimbo siliconée toute refaite, qui n'a rien dans la tête. Et pourtant, mais je veux dire, même en France, on a eu certains personnages, femmes françaises qui avaient l'air très bimbo, et en fait, tu te rends compte que voilà, elles en ont dans la tête, tu vois. Donc, mais c'est vrai que dans les pays slaves, l'apparence est beaucoup plus primordiale, je pense, qu'en Europe. Des fois, je trouve, c'est un peu trop exagéré, tu vois. Tu te dis, pourquoi tant de pression, enfin calme, tu vois, t'as pas besoin. Enfin, des fois, dans les métros de Moscou, tu vois des visages figés par le botox, quoi. C'est des lèvres comme ça et tout. Des fois, tu te dis, non, il n'y a pas besoin. Alors que, bon, peut-être que nous, c'est vrai que les femmes françaises, on comprend qu'on ne soit pas aussi au top du féminisme qu'une femme russe, que voilà, on ne va pas mettre la robe de gala et tout. On est plutôt sobre, mais je pense qu'on se laisse un peu le temps de vieillir, en fait. Là, on trouve que, il n'y a pas besoin de faire du trop pour se sentir belle. On est plutôt naturel, c'est vrai, on va rester plutôt naturel et se laisser vieillir correctement en faisant peut-être un peu de médecine esthétique. Moi, des fois j'en fais, tu vois, mais pas dans l'exagération, quoi. On ne veut pas montrer, en fait, en France. Je pense que c'est ça. C'est ça, il y a une discrétion. C'est ça, il y a une discrétion. Peut-être qu'en Russie, elles veulent le montrer.
moi, peut-être c'est de dire j'ai peut-être les moyens de me payer ce genre de service, je sais pas, il y a quelque chose qui est assez des fois intriguant. Moi, je pense, il y a une amie qui a pas longtemps, qui m'a posé la question d'ailleurs dans l'interview qui est apparue sur ma chaîne juste avant, sur la langue, sur l'apprentissage des langues en Russie. Elle m'avait demandé pourquoi les Russes toute leur vie apprennent l'anglais et ont du mal à s'exprimer. Et spontanément, j'ai eu une idée, en fait, c'est qu'ici, les gens sont très perfectionnistes. C'est-à-dire qu'on inculque aux gens l'idée selon laquelle, si tu n'es pas parfait dans un domaine, ne tente pas. Il faut vraiment, il y a cette idée de perfectionnisme. Quand les enfants sont à l'école, donc il faut qu'ils aient des 5 pitiorki partout. 5, c'est la meilleure note ici, c'est notation sur 5. Il faut que la fille fasse de la musique. Donc, en fait, cette mentalité de perfectionnisme, donc on appelle ça les отличницы en russe. Donc cette culture de perfectionnisme, ça peut être un virus au bout d'un moment parce qu'en fait la femme elle se dit ok, bon, j'ai fait les meilleures études, j'ai eu mon diplôme rouge, j'ai accès à un job qui est incroyable, donc maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On recherche les choses à optimiser ou à améliorer, tu vois. Et donc, elles s'attaquent à leur physique, pareil, tu vois. J'ai des lèvres, machin, je vais les gonfler. J'ai des pommettes qui tombent, je vais les... Et en fait, ce perfectionnisme pousse aussi la femme, je pense, aussi dans cette tendance à... Dans cette tendance à être mieux, encore mieux. Et c'est très asiatique, je trouve, ça. C'est très asiatique parce que par exemple les Chinois aussi il y a le perfectionnisme, le meilleur, etc. D'ailleurs en Asie aussi la chirurgie esthétique, en Corée, etc. Donc c'est pour ça que les Russes, moi je trouve qu'ils ont un tempérament beaucoup plus asiatique qu'occidental européen. Il y a une partie asiatique. Comment dire, c'est hybride. C'est hybride, c'est intéressant. Et ce côté perfectionniste, en fait, c'est très intéressant, c'est super pour la société, d'ailleurs on le voit. Je vais bientôt avoir un voyage au Maroc avec un petit groupe de Russes, on va visiter certaines villes, etc. Et donc une participante au voyage, et elle travaille dans une société de conseil. Avant c'était Accenture, c'est un gros cabinet de conseil américain qui est partout dans le monde, mais ils sont partis de Russie en avril 2022, donc après le début de l'opération spéciale. Et en fait, si tu veux, tous les logiciels se sont arrêtés du jour au lendemain. Ils n'avaient plus de licence, tu vois, les industriels, les sociétés de services, les ERP type SAP, si vous travaillez dans l'industrie, vous voyez de quoi je parle, les CRM, tous les logiciels en fait professionnels qui étaient fournis par les Américains, tu vois, ont été décommissionnés, c'est-à-dire qu'on a arrêté du jour au lendemain les services. Donc, il n'y avait plus rien qui était disponible donc, pour travailler. Et donc, cette société-là, en fait, Accenture, ils ont quitté la Russie et ça a été racheté par un ancien employé qui était un VP de cette société de conseil. Et donc, ils ont dû tout développer de A à Z. C'est-à-dire que tous les logiciels qui existaient, SAP, pour les logiciels, par exemple, pour les sociétés industrielles qui gèrent les stocks, pour les logiciels de caisse, tous les logiciels ont dû être redéveloppés de A à Z, en fait. Et donc, ça crée de l'emploi. Incroyable. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est Alexandre Frussien qui le dit d'ailleurs, c'est très intéressant. Il dit que les sanctions, ça fonctionne pour des pays où le QI est bas. Mais pour les pays où le QI est élevé, c'est compliqué. Donc, en fait, ils ont tout refait, ils ont tout redéveloppé de A à Z en 2 ans maintenant. Il n'y a pas de logiciel professionnel développé par des Américains, des Allemands ou quoi que ce soit. Et donc, cette idée de perfectionnisme, en fait, si cette idée n'avait pas infusé dans la société, il n'y aurait pas eu de telle réalisation, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui est propre dans la perfection. Même quand vous rencontrez un Russe qui maîtrise bien une langue, il n'a pratiquement pas d'accent. Exactement. Ou par exemple, il va avoir honte alors qu'il parle français très bien. C'est à chaque fois, je ne maîtrise pas très bien le français, pardon. J'aurais bien aimé maîtriser le russe comme tu maîtrises le français. Tu vois, c'est un peu méchant, mais je ne vais pas dire quel blogueur, tu sais, c'est un blogueur qui a un podcast aussi très connu dans la francophonie. Un jour, il disait qu'il parlait russe et il avait invité
un blogueur aussi très de droite, qui est d'origine russe et qui vit en France. Elle lui dit oui, je parle français. Il lui dit ah oui, j'ai entendu que tu parlais français. Donc il répond da, я говоришь по-русски. Quand on parle une langue, on sait conjuguer un verbe. Oui, я говоришь по-русски, bon. Bon, je dis ok, bon ben voilà, quelqu'un qui dit, tu vois, la différence de mentalité. La différence de mentalité. Mentalité française, un peu trop, comment dire, c'est... Un peu coq, quoi, c'est voilà, cocorico, exactement. Mais non, c'est vrai. Mais derrière, ici, en fait, on est proche de la perfection et puis on a l'humilité de dire, ou le manque de confiance, ou simplement juste l'humilité, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est incroyable ici. Mais oui, ça, c'est vrai que quand on maîtrise très bien quelque chose, toi, t'es là, tu fais, mais non, mais attends, c'est super. Oh, tu sais, je me débrouille. Non, tu te débrouilles pas, c'est juste génial, en fait, tu te débrouilles pas du tout. C'est vraiment, tu maîtrises, quoi. C'est ça. Ouais, je vais beaucoup à des clubs de conversation ici, et puis franchement, le nombre de polyglottes, de gens qui parlent plusieurs langues, c'est juste incroyable. Et toujours, sans superflu, sans exagération. Il n'y a pas de snobisme. Il n'y a pas de snobisme. Voilà. Ils ne sont pas à se vanter ou c'est restent très humbles, je trouve. Et, pas de, Ouais. Franchement, si on devait me demander un trait de caractère qui décrit bien les Russes, c'est le perfectionnisme, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, le prochain point, c'est le taux de divorce. Qui est effectivement le problème de la Russie, je crois, aujourd'hui, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est la démographie, qui est faible, mais qui est dans la moyenne, enfin dans la norme des pays européens, parce que bon, les pays européens, la baisse de la démographie est contrecarrée par des mesures d'immigration massive, ce qui n'est pas forcément le cas ici, parce que même s'il y a ce problème démographique, mais en fait, il y a une barrière à l'entrée qui est élevée ici. C'est vraiment filtré, Et donc, parmi les choses effectivement qui contribuent à ce problème démographique, ce sont les divorces. Donc, il y a... Alors, tiens, question. Je suis une experte, tu sais. Non, question, pour deviner. Alors, c'est quoi à ton avis le taux de divorce? Je crois que c'est 70% de divorce. T'es trop forte. Tu as bien révisé. C'est entre 65 et 70%. Donc, presque 70% des mariages se soldent par un divorce ici. C'est le troisième pays qui divorce le plus en Russie, C'est juste énorme. Ça s'explique pour plusieurs choses. Le perfectionnisme aussi. Les attentes, le niveau des attentes. Peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un philosophe en plus russe qui l'avait expliqué, qui disait la différence entre nous, les Français et les Russes par rapport au concept de l'amour et des relations. Les Russes vont se marier très vite, très jeunes, sans forcément prendre le temps de se connaître. Par conviction, parce qu'il y a le poids de la société où il y avait un modèle à respecter de famille. Donc, c'est une case à cocher. Une case à cocher. Donc, ils vont se marier très jeunes pour correspondre à des critères de société. Par connaissance, dans mes contacts, je vois comment ça s'est passé. J'ai un ancien entraîneur qui a divorcé déjà 3 fois, tu vois. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que ça va être très rapide. Ils vont se marier, ils sortent de l'université, ils vont se marier, ils vont fonder une famille, les parents vont convier à un bien immobilier. Souvent, c'est les parents qui font le cadeau du premier bien immobilier en Russie. Donc, ils vont s'installer, ce qui fait que quand ils font ça dans leur vingtaine, arrivé à 30 ans, en fait, le couple, il va rentrer dans une espèce de routine où la femme va s'occuper principalement que de l'éducation de l'enfant, et des fois le mari va se sentir un peu délaissé, Donc ça, c'est vrai que ça arrive, et à d'un moment, en fait, ils se rendent compte que ils sont peut-être allés un peu trop vite, en fait, et sans forcément en prendre le temps de le conscientiser, de se conscientiser, d'apprendre à se connaître, parce qu'ils ont fait le choix il fallait cocher la case. Cocher la case. J'ai eu le même problème tout à l'heure. Le français n'est pas une langue simple. Non. Cocher la case du modèle de société, du modèle qui doit paraître dans la Russie. Le problème, c'est que ce qui fait que souvent, c'est à partir des couples de la trentaine, en fait,
Le mari, oui, il va avoir une relation avec une autre jeune femme. Oui, il y a beaucoup d'infidélité en Russie. Justement, ça fait le lien avec le point précédent, la concurrence, le show-off c'est ça, des femmes. Oui, il y a le choix en fait. C'est vrai comme il y a beaucoup de femmes en Russie, pour les hommes, il y a aussi un choix en fait. Des fois, les femmes russes font le choix de fermer les yeux sur l'infidélité de leur mari parce que bon, il y a la maison, etc. Il y a les finances, tout ça. Donc, il y a l'enfant aussi. Donc, elles le savent, mais bon, elles ne veulent pas forcément ouvrir les yeux. Enfin, voilà. De faire le choix du divorce. Donc il y a aussi cette conjoncture aussi des couples en Russie où ça se passe plus très bien en fait. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la passion, il n'y a plus tout ça et donc chacun est de son côté, va s'occuper de ses activités. L'homme va bosser comme un fou. Elle va vraiment maintenir son rôle de femme qui va s'occuper de l'éducation des enfants. Et forcément, il y en a, les deux vont se délaisser quoi. Oui, la femme russe peut aussi avoir un amant, ça, il n'y a pas de... c'est très populaire ici. Il faut savoir que... Moi, ça me fait rire des pareils, j'avais vu un commentaire comme quoi d'un Français qui disait oui, c'est bien que les femmes russes sont beaucoup plus conservatrices, etc. On se calme, on se calme. Encore une fois, tu vois, on donne ce terme de conservateur ou de conservatisme à des visions différentes. Oui, des visions différentes. Ici, c'est ça le conservatisme, on va dire. Mais je veux dire, même en France, tu vois, quand on parle de conservatisme, si on revient un petit peu au début du XXe siècle, je veux dire... les amants, les maîtresses, c'était chez les rois. Il y en avait plein, Louis XIV. C'est une vision conservatrice. Ses maîtresses dans son bain, dans sa piscine, enfin voilà quoi. Ouais. Je veux dire, donc oui, ça ne m'étonne pas parce que je pense que le souci, c'était un philosophe, ce qu'il avait dit, je ne me rappelle plus, je le retrouve, qui disait oui, et vous en France, vous prenez peut-être plus le temps d'apprendre à vous connaître et vous mariez plus tard, fondez une famille un peu plus tard, mais vous laissez le temps d'apprendre à vous connaître. En Russie, on se marie vite, on fait des enfants rapidement, mais le problème c'est qu'on n'apprend pas à se connaître en fait. Ouais. Et arrivé à un moment, ça ne va plus en fait. Ouais. Les deux se rendent compte que ils se reconnaissent plus quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, on a eu ce qu'on voulait trop rapidement peut-être, c'est ça, tu vois. Quand tu as des choses trop rapidement, à un moment, quoi de plus? Qu'est-ce qui va m'animer en fait? Dans un couple, oui, je pense que c'est ça, c'est que de faire le choix de cumuler, de réaliser des projets peut-être trop rapidement, arriver, c'est triste, hein, des fois, même pas avant 40 ans, on a coché toutes les cases et... C'est ça, il reste plus rien. Il reste plus rien, donc monsieur va aller sur les applis de rencontre, va commencer à flirter, à se trouver une jeune maîtresse. La femme russe, soit va fermer les yeux, soit va se dire, moi de mon côté, je vais aller trouver aussi un amant, tu vois. Et puis arrivé à un moment, le divorce explose parce que c'est plus possible. Ouais. Donc voilà, mais moi j'ai vraiment du mal avec ce mot conservateur, conservatisme, parce que moi, je suis allée aux États-Unis, c'était en 2002, en 2003. Alors là, le conservatisme, je sais ce que c'est. Dans un échange de programme scolaire, je suis arrivée dans une famille américaine du Michigan. C'était pendant la période de la guerre en Irak en plus. C'était George Bush, guerre en Irak et tout, et famille américaine, protestante, évangéliste. Ah oui, d'accord. Oui, alors le combo, là. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la prière à faire avant le repas, c'est-à-dire qu'on allait à l'église le dimanche, et j'avais ma correspondante qui avait des cours de bonnes pratiques pour être une bonne femme, c'est-à-dire c'était un club où toutes les jeunes filles se réunissaient, et puis là on leur prêchait la bonne parole. Oui, il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Oui, il faut faire ça à son homme, oui, nanani, nanana. Enfin là, on est sur du conservatisme, ça c'est oui, c'est-à-dire là c'est vraiment le respect, les valeurs traditionnelles et tout, américaines, enfin voilà, la famille, il va falloir que tu fondes une famille, il faut plein d'enfants. Donc moi je l'ai vécu ça, le conservatisme. Aujourd'hui, en Russie, alors il y a des conservateurs, oui, il y a peut-être des conservateurs, mais autour de moi, de ce que je vois dans la société dans laquelle on est, pas du tout, tu vois, je retrouve pas du tout ce schéma-là que j'ai retrouvé aux États-Unis. Et donc, si certains veulent vraiment retrouver ce schéma-là très conservateur, des valeurs respectées, traditionnelles, faire aller à l'église tous les dimanches, que la femme...
Parce que bon, la femme américaine conservatrice, c'est quelque chose, quoi. C'est, oui, là, bon. Et, c'est peut-être pas la Russie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il y a un gros décalage. Dans ce moment-là, préférer aller aux États-Unis du Sud, où là, ils vont être très traditionnalistes, conservateurs. C'est-à-dire que les gens, effectivement, peuvent bien vivre ici en Russie s'ils ont des idées conservatrices, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que... Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le pays soit, la mentalité globale soit comme ça. C'est ça, il ne faut pas s'imaginer en fait que ce soit l'ensemble du pays. Moi, je vois dans mes contacts, ok, ils respectent la religion, mais ils vont pas à l'église, ils vont pas, ça divorce, ils vont sur les sites de rencontres, ils vont dans les clubs, ils vont dans les bars. C'est ça, exactement. Il y en a qui font des soirées un peu olé, tu vois. C'est vrai. Donc, on a une histoire d'ailleurs. Donc bon, et même je trouve que ils ont moins de pudeur sur certaines choses que nous les Français, tu vois. Je les trouve beaucoup plus libérés sur certaines choses, les Russes. Que nous, les Français, des fois, je trouve qu'on est peut-être plus conservateurs que eux. Hein. Oui, bien sûr. On est peut-être plus rudes, plus rigides sur certains points que les Russes, sur certains sujets, tu te dis, c'est étonnant. Ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que tu as été dans plusieurs villes en Russie. Tu n'as pas seulement vécu ou connu Saint-Pétersbourg et Moscou. Tu as été à Vladimir. On peut dire Vladimir, c'est une dérevянный город. Ville de province, voilà. Est-ce que même dans des petites villes de Russie, de province, c'est vrai? C'est-à-dire que c'est relatif. Le fait de dire que c'est conservateur, par exemple, la province russe, non, moi j'ai visité plusieurs coins de la Russie, la province russe, la Sibérie, l'Oural, le sud, et non, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus traditionnels, conservateurs que ça. C'est des jeunes qui font la fête. Moi, j'ai passé les week-ends dans les bars, on m'a trimballé dans tous les bars, quoi. Et non, je l'ai trouvé beaucoup plus libéré sur certains sujets, que nous, on va peut-être avoir un peu plus de pudeur, de réticence. Donc c'est pour ça... Alors oui, il y a des Russes conservateurs, ça existe, très pratiquants, qui vont suivre la religion à fond, la famille très traditionnelle, mais c'est pas l'ensemble de la Russie, et même dans les provinces russes, la jeunesse russe, elle s'amuse, ça sort, ça va dans les boîtes, je veux dire, ça va pas forcément à l'église ou faire la prière, etc. Ils passent plus leur temps sur les réseaux de rencontres, Tout à fait. Donc, tout à fait. Je pense que, de toute façon, les Russes d'aujourd'hui ne sont pas les Russes d'il y a 10 ans, ni il y a 15 ans, en fait. Et c'est vrai que la Russie, c'est un pays qui évolue tellement vite. Moi, je trouve que les choses sont très rapides en Russie. Et donc, oui, les mœurs changent. Des fois, tu vois bien dans la rue, les jeunes Russes, leur style, ils ont pareil. Oui, ça se colore les cheveux de toutes les couleurs, les tatouages, les piercings, c'est à la mode. Les styles, ils sont bien tout ce qui est style un peu gothique, manga, japonisant, coréen. Exactement, il y a beaucoup plus d'influence maintenant. C'est ça. Des fois, vous voyez des espèces de personnages de Pokémon dans les métros, tu dis ok, d'accord. Les nanas qui sont avec des oreilles de chat, des machins. Donc, c'est la jeunesse russe aussi change, évolue. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je trouve que même s'ils évoluent, il y a quand même ce respect. Tu vois, quand même des valeurs qui autour de la Russie, C'est-à-dire que même si la société change et tout, ça ne dérive pas sur un côté pervers que nous on a en Occident, tu vois. Il y a quand même quelque chose d'assez sain, assez pur en fait, même avec une jeunesse qui évolue très rapidement, qui est très à la mode, à la pointe des technologies, du monde moderne, des échanges entre eux, mais tout en gardant quelque chose d'assez pur et sain en fait. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de respect, par exemple, moi je le vois dans le métro, pour les personnes âgées, jamais les gens vont les jeunes vont pas s'asseoir, et même s'il y a personne, je veux dire, tout le monde reste debout, il y a une certaine forme de respect en fait. Même s'il y a des choses qui peuvent peut-être sortir, on va dire, du manuel du conservatisme, mais c'est toujours...
dans un cadre respectueux et où il n'y a pas de jugement en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant. Ouais. Oui. Il n'y a pas, comme on peut le voir en fait en Occident, les lobbies qui vont venir. Il n'y a pas de lobbying. Alors oui, je veux dire, concernant ce qu'on voit en France, où on va faire vraiment de la propagande sur les LGBT, machin, tout ça. En Russie, c'est privé. L'ordre de ton choix, en fait, de ta sexualité, c'est privé. Ça reste chez toi, en fait. Oui, la Russie va privilégier une image plutôt traditionnelle d'un couple entre un homme et une femme qui vont fonder une famille, voilà. Mais si tu as une sexualité différente, ça te concerne toi en fait. Tu n'as pas à faire la promotion de quoi. C'est ça. Tu ne fais pas la promotion, donc ce qui fait que oui, on est dans un pays quand même où on sent quelque chose de plutôt sain et pas quelque chose de pervers qu'on doit subir par rapport. C'est ça. Ou aller faire la promotion de ça auprès des enfants. C'est ça. C'est comme me disait un ami, il m'a dit, imagine les personnes de petite taille, ce qu'on appelle les nains. Donc, imagine-toi un collectif de personnes de petite taille qui s'organisent et qui vont dire, en fait c'est injuste parce que les prises électriques et les interrupteurs, généralement, sont très hauts, donc il faut les sensibiliser pour les mettre à 10 cm du sol, tu vois. Donc, des revendications comme ça, si chaque minorité devait venir et poser sur la table ses revendications et exiger qu'on aille dans les écoles pour sensibiliser de la cause des personnes de petite taille ou je ne sais quelle autre minorité, on ne s'en sort pas en fait. Il y a un modèle, il y a une on va dire, ce sont des évidences, mais si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une relation entre un homme et une femme. Oui, c'est ça. Et je veux dire, venir faire la promotion d'une autre forme de relation et vouloir l'imposer comme étant une norme, c'est quelque chose qui est complètement rejeté ici. Oui, c'est rejeté. Donc il y a un modèle, effectivement, modèle de société, un modèle de famille. Il y a aussi la parole du gouvernement, ce qu'il veut lui promouvoir aussi. Exactement. Mais il y a aussi la réalité avec les Russes de la vie de tous les jours, de la jeunesse russe. Mais comme tu dis, c'est pas pour autant qu'ils vont être dans ce truc de promouvoir, oui, parce qu'on est différent, on subit une discrimination. Il faut que tout le monde entier sache. Je veux dire, il y a tellement de minorités. On ne va pas s'en sortir si on va tous les jours, chaque jour différent. Là aujourd'hui, on va parler des petits de taille, on va parler des trans. La Russie n'a pas le temps avec ça. Je veux dire, un enfant quand il va à l'école, l'objectif c'est qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, qu'il ait une pensée critique. Et puis, en fait, je veux dire, son attirance, tout ça, c'est de l'ordre de la vie privée. C'est ça, oui. Mais effectivement, la famille c'est important. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est la cellule familiale. La Russie, c'est une famille de familles, comme le dit le président russe. Et c'est tout à fait vrai, parce qu'effectivement, si on veut détruire une société, on s'attaque à la cellule, on s'attaque à la plus petit segment qui constitue cette grande Russie. Et donc, effectivement, il faut la conserver. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des mesures comme ça d'incitation des gens pour que la famille ait davantage de place, parce qu'effectivement la société est tributaire justement de familles fortes. Oui, c'est ça. Il y a aussi tout ce discours de la politique et du gouvernement par rapport à ça. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu vois, moi j'ai des connaissances russes, ils sont en couple, ils veulent pas d'enfants, tu vois. Après, il y a aussi un choix des Russes, ou alors un peu plus tard, ils vont s'engager un peu plus tard, les enfants ça les intéresse pas. Enfin, il y a aussi des Russes qui veulent vivre célibataires. Sauf qu'il faut pas faire la promotion, tu vois. Il faut pas faire la promotion. C'est que quand on voit en fait des influenceurs par exemple qui vont aller faire de la propagande pour dire que finalement s'attaquer, tu vois, à ce modèle,
qui peut avoir ses défauts par ailleurs, il n'y a rien de parfait, il y a toujours des problèmes au sein d'une famille, c'est tout à fait normal. Mais le fait de venir systématiser ces problèmes-là et puis s'attaquer à ce modèle, quelle est la conséquence de ça en fait? C'est qu'il n'y aura plus de... il y ait plus de famille, plus d'enfants, et donc quoi? Qui va pouvoir assurer? Oui, c'est ça, qui va pouvoir assurer. Donc oui, il faut être... si c'est un choix personnel, ça ne regarde que la personne très bien. Ça, mais il ne faut pas systématiser, promouvoir. C'est ça, il ne faut pas promouvoir. Et refléter une image de... Comment dire? Tu vois, par exemple, en France, on a cette image du beauf, ou de la famille beauf, ils ont des enfants, etc. Ouais, tu vois, alors que c'est pas... Il n'y a rien de beauf, tu vois, c'est... genre, c'est les tuches, tu vois. Les tuches, voilà, c'est ça, les tuches qui ont beaucoup d'enfants, et ils n'ont rien compris à la vie, et qu'en fait, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire... Au bout d'un moment, si une société ne fait plus d'enfants, il importe la population, elle meurt, et donc il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est pour ça que oui, le but c'est de ne pas faire la promotion, ça doit rester de l'ordre du privé. Bon, ok, c'est ta décision, c'est votre décision, mais bon, voilà, quoi, n'allez pas en faire la promotion, de dire que c'est un modèle, c'est le modèle exceptionnel, c'est le modèle que tout le monde devrait accepter. Et c'est ça le problème, c'est qu'en Europe ou en France, on détruit la normalité en fait et on veut remplacer la normalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui oui, la famille française traditionnelle avec ses enfants qui part en week-end les vacances au camping, qui avec tout le monde, les membres de la famille, qui font des activités en famille, etc., c'est mal vu, tu vois, c'est directement catégorisé. C'est ça le problème en France, c'est qu'on veut tout mettre dans des cases. Exactement, tu vois, c'est la dérision et le fait d'assigner des gens qui ont un modèle qui est normal, qui a perduré pendant des années, le fait de le montrer comme étant des gens à bas QI qui n'ont rien compris à la vie et qu'en fait à la place voilà, c'est ça, en Russie, vous n'allez pas retrouver ce genre de promotion, ça c'est clair. Ça, tout à fait, c'est tout à fait louable, je trouve que... Ok, très bien, très intéressant. Donc, on a parlé du militantisme. Qu'est-ce qu'il me reste comme sujet? Oui, 75% des femmes en Russie déclarent qu'elles travaillent pour avoir une indépendance financière. Quand beaucoup de gens nous disent que la femme est en recherche d'un sponsor en Russie, et que le but d'une femme c'est simplement trouver le bon et de s'arrêter de travailler, alors qu'on a plus de 75% des femmes. Donc ça c'est une enquête de Deloitte, c'est un cabinet d'audit de 2023. Donc 3 femmes sur 4 aujourd'hui recherchent à avoir une indépendance financière. Donc à la lumière de ce qu'on vient de dire, comment est-ce qu'on conjugue cette volonté des femmes d'avoir une liberté financière au sein d'un pays, entre guillemets, faussement, on va dire, conservateur selon les critères de l'Occident, et aussi cet antiféminisme qu'il y a en Russie, qui est... ça rejoint un petit peu à la première question où les femmes, 60% des femmes qui vont faire des études supérieures. C'est-à-dire que oui, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes femmes russes ont envie d'avoir une certaine liberté financière en fait, d'entreprendre. Des fois, je regarde un peu les réseaux sociaux, sur Telegram, les micro-trottoirs. Mais je suis étonnée le nombre de jeunes femmes russes qui ont déjà des business à leur nom. C'est vrai, effectivement. C'est les salons de beauté, oui j'ai un salon de beauté, oui je suis à mon compte, j'ai ouvert une entreprise, je sais pas, de consulting, oui je suis coach, je trouve ça assez fascinant, alors qu'en France, pas autant, je pense pas qu'il y ait autant de femmes, il y en a, oui, mais dans cette optique d'entreprendre, d'avoir son business et tout. En Russie, oui, je suis assez surprise quand des micro-trottoirs, quand on demande ce qu'elle fait dans la vie, combien elle touche et tout, et là tu waouh, elle a quoi? Elle a même pas 30 ans, tu vois, elle a déjà peut-être 2 instituts de beauté à son nom, elle vit bien, elle fait ses ongles, elle fait les cils, etc. Je pense qu'en fait, il y a aussi une liberté d'entreprendre en Russie qui est beaucoup plus simple qu'en France. Voilà.
il y a beaucoup moins de contraintes. Et je pense que aussi les jeunes femmes russes, elles se disent bah attends, les mecs peuvent le faire, moi aussi je pense que je peux le faire, tu vois. Il y a aussi peut-être cette image de dire bah en fait moi aussi j'ai envie d'entreprendre, d'avoir mon business, d'avoir mon argent, de me faire plaisir. Je pense aussi à côté, c'est aussi d'assurer une sécurité où si jamais, ben oui, dans le couple où ça va pas, tu vois, et je pense qu'il y a aussi une protection et c'est tout à fait normal, tu vois, aussi de se dire, ben, est-ce que compter uniquement sur un homme, c'est faisable ou pas? Si jamais ça se passe pas bien, ben, c'est aussi de se dire, j'ai une sécurité, quoi. Oui. Donc, je pense qu'on va revenir aussi, et ça revient aussi un peu à cette période-là que la Russie a connue, les 90 ou début 2000, où justement bah, les femmes, elles étaient un peu comme prison dorée, tu vois. C'est, mais ouais, je suis dépendante de ce mec-là, bon, je reste à la maison, je reste avec lui, il me paye tout, mais je peux pas forcément être libre financièrement ou être indépendante, et je pense que c'est une période qui a vraiment marqué la Russie, cette période-là, et même dans la jeunesse russe actuelle, où, oui, ça ne m'étonne pas que des jeunes femmes russes disent bah, j'ai pas envie peut-être de vivre la situation que ma mère a vécue, tu vois, et de se dire, bah, ouais, c'est une indépendance, et puis bah, c'est bien si j'ai un mec qui gagne bien sa vie, bah, tous les deux on peut se mettre bien, et puis si jamais bah, ça passe pas et qu'il y a un souci, bah, j'ai quand même une sécurité. Ouais, j'ai quand même une sécurité. Hein. Faut savoir que nous les femmes, on a besoin de sécurité. On va être beaucoup plus assidus sur ça que peut-être un homme, tu vois. Parce que la société est dure aussi, c'est pas évident tous les jours. Donc la sécurité pour une femme, c'est assez important, tu vois. Quel que soit auprès d'un homme qui va lui assurer sa sécurité, ou soit d'une indépendance financière qui va nous assurer notre propre sécurité. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, les jeunes femmes russes comprennent que on peut pas miser tout non plus sur une personne, tu vois. Voilà, donc tout simplement. Moi, ça m'étonne pas vraiment en fait. Tu vois, ce qui est incroyable en Russie, c'est que il y a les mêmes problèmes, plus ou moins. Il y a certains problèmes qui sont similaires entre la France ou l'Occident et la Russie, mais les réponses sont différentes. Tu vois, par exemple, il y a le problème démographique. La réponse occidentale, c'est l'immigration massive. Ici, ils ont au contraire. Ils ont dit, ok, bon, non, on va filtrer. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques assouplissements récemment avec le pass avec le visa idéologique. Mais encore une fois, donc on peut en discuter. Le visa idéologique, c'est peut-être une facilité en fait d'accès au territoire russe pour ensuite demander un titre de résidence permanent, temporaire dans un premier temps, et si au bout d'un an on ne trouve pas de job, il y a des conditions, mais quand même la barrière reste assez élevée pour venir ici, quoique évidemment il y a beaucoup de travailleurs d'Asie centrale qui viennent, etc. Mais ça reste quand même, les procédures ne sont pas simples. Donc ils se sont pas dit, tiens, on a un problème démographique, on va faciliter l'accès à la Russie à la population du monde entier. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Il y a eu un problème par exemple démographique, on ne s'est pas dit tiens en fait il y a beaucoup de divorces, tu vois, 65% ou 70% de divorces, on va compliquer le divorce, tu vois. Non, il n'y a pas eu ce réflexe-là de se dire oh, c'est pas normal que les femmes divorcent autant, que les gens, enfin les couples divorcent autant. Donc on va mettre des procédures supplémentaires comme on a en France, le passer par le tribunal, est-ce que vous êtes sûr monsieur, madame, c'est beaucoup plus simple ici, divorcer c'est beaucoup plus simple de se marier. Très simple, Et donc en fait ils se sont pas dit tiens en fait ce problème démographique on va le résoudre, on va donner une réponse administrative qui va freiner ça. On a toujours gardé cette possibilité. Et même la facilité, en fait, est toujours constatée des divorces. Et c'est toujours ça, en fait, qui me... Ça m'intéresse beaucoup parce que les réponses sont très intéressantes. Les réponses sont intelligentes, ça ne tombe pas dans des pièges. Non, mais c'est ça, en fait, que je trouve qui est intéressant et agréable avec la Russie, c'est qu'il n'y a pas de travers, il n'y a pas de choses perverses, de pièges, voilà. Je pense qu'ils auraient pu, durcir les procédures de divorce. Mais c'est juste normal, les gens s'entendent plus. Oui, c'est la vie, les Russes sont comme ça, tu t'entends, c'est bien, tu t'entends plus, bah voilà. Donc il y a aussi cette mentalité-là, et alors que oui, en France, on va te mettre des procédures en plus, on va faire en sorte que ce soit plus compliqué. C'est ça. Et c'est plus cher, etc. En plus, en France, je crois que je sais pas si c'est le seul pays, mais c'est l'un des rares pays où tu as le Pax, ce truc-là, Pax avec différents régimes, le mariage avec différents régimes et tout.
trop compliqué administrativement. Les Russes ont envie de simplicité. Tu te maries, tu divorces. Ouais. Et c'est vrai que je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la rapidité de la décision de mariage. J'ai un ami qui est à Saint-Pétersbourg et donc il me dit il a une amie, donc je crois que c'était sa petite amie, et au début elle était avec quelqu'un et il lui disait, quand il a commencé à la séduire, il disait mais tu étais avec lui depuis combien de temps? Il dit 6 mois. Il dit pourquoi il t'a pas fait une demande? Je dis mais 6 mois c'est pas beaucoup. Oui, c'est... Elle dit c'est pas normal, tu vois. Elle dit oui t'as raison, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il m'a pas encore fait de demande, donc c'est pas sérieux. Et c'est mise avec mon ami de Saint-Pétersbourg justement parce qu'avec son premier copain, il lui avait pas fait de demande de mariage. Donc au bout de 6 mois, elle lui a dit ça veut dire que je t'intéresse pas. Donc voilà, c'est ancré dans Oui, c'est ancré, bien sûr, il y a quelque chose qui est ancré. Après, je pense que maintenant, les mentalités changent un petit peu, tu vois. Je pense que les jeunes, on va dire la jeune génération, c'est quoi là? Nous, c'est Y, eux, c'est Z. Ouais. Génération Z, justement, prennent un peu plus le temps, plus profiter de leur jeunesse, faire leurs études. Je pense qu'il va y avoir une différence avec la jeune génération russe, justement, qui vont peut-être moins se précipiter sur certaines choses, que là où, effectivement, il y a plusieurs années en arrière, tu avais 22, 23 ans, certains se mariaient directement, étaient casés. Alors, il y en a encore en Russie, je ne dis pas, mais de ce que je vois autour, c'est qu'ils ont l'air de plus prendre le temps de découvrir leur jeunesse, de profiter aussi de leur moment de vie. Tout à fait. Donc j'ai envie de te poser une dernière question sur le contingent de ceux qui viennent en Russie, donc des francophones, des gens qui viennent s'installer, s'expatrier ou immigrer, comme tu préfères ce terme. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de couples, mais rarement des femmes seules. Oui, c'est vrai. Pourquoi et quelles étaient pour toi les motivations peut-être Je sais que tu as une histoire d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Lily, je vais mettre en description. Ma chaîne, Mais quoique maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées à venir en Russie, je remarque. C'est vrai que ça attire, il y a plus d'hommes, parce que dans un contexte, je pense que les hommes, il y a aussi le côté attirance, femmes russes. Enfin voilà, qui vont peut-être rencontrer une femme russe ou qui veulent rencontrer une femme russe, plutôt ce genre de motivation-là. C'est vrai que moi, ma motivation, j'ai remarqué avec les femmes françaises pourquoi on a fait ce choix de venir en Russie. Déjà, c'est par un intérêt historique de l'histoire de la Russie. On a vraiment une approche où on a intérêt avec de l'histoire du pays. Qu'on a envie d'en apprendre plus en fait. C'est un pays qui est assez mystérieux, je pense, nous on a envie de découvrir. Pas forcément pour des raisons, on va dire, pas des raisons de motivation de se caser avec un homme russe, de trouver un homme russe, Non, c'est plus un pays, je pense, qui est fascinant, où on a envie d'apprendre la culture, en fait, et puis, bien sûr, en tant que femme, quand on découvre la Russie, on sent une certaine sécurité en tant que femme, un certain confort, on ne va pas se mentir, où on peut assumer sa féminité, assumer de pouvoir sortir librement à n'importe quelle heure sans se faire embêter. Il y a aussi ce confort, on ne va pas se mentir, qu'on apprécie. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de femmes seules qui viennent en Russie que d'hommes, mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes motivations entre femmes et hommes. En général, oui. Généralement, oui. Moi, je remarque, les hommes, c'est plus parce qu'ils ont envie de trouver une femme russe. C'est leur motivation, c'est parce que je veux trouver une femme russe. Je veux faire ma vie avec, ou alors ils ont rencontré déjà une femme russe, ils ont des enfants de double nationalité, donc ils viennent s'installer en Russie. Et qu'une femme, on va déjà nous penser peut-être à notre confort, notre bien-être, comment on se sent dans le pays, ça va être très important. Et puis de là, de se dire, je me vois vivre en fait dans le pays, construire quelque chose, oui, voilà. Mais c'est pas...
en fait, on court pas après une nationalité. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes, en fait, ils courent après une nationalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux une femme russe. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent épouser une nationalité, pour beaucoup. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais certains veulent épouser la nationalité. C'est ça les motivations. Mais non, en fait, tu n'épouses pas une nationalité. En fait, tu vas épouser quelqu'un parce que voilà, tu t'entends bien avec, parce qu'il y a un feeling, parce que tu as envie de construire quelque chose avec la personne. Et surtout, la première motivation, c'est généralement si tu veux quitter un pays, c'est parce que tu t'intéresses au pays déjà. C'est parce que tu as un intérêt par rapport au pays, par rapport à sa culture, par rapport à son histoire, tout ce qu'il y a autour, peut-être sa politique. Donc j'ai remarqué on en parlait avec Gabrielle Duvoisin. Généralement, c'est vrai que les femmes françaises, pas que françaises, mais les femmes européennes, on va beaucoup plus accepter l'intégration en fait dans le pays, c'est-à-dire ce qu'il faut faire dans le pays, c'est-à-dire on va venir, on va apprendre la langue, on va s'instruire, on va faire tout ce qu'il faut faire correctement, toutes les procédures, chercher un boulot, même si c'est pas facile, on va peut-être avoir des échecs, on va recommencer, mais on veut absolument tout faire pour s'intégrer en fait. Mais les hommes là, il y en a certains, c'est juste... je sais pas, oui je viens, allez hop, je vais me trouver une petite jeune russe, et puis voilà, ça va bien le faire, et je veux pas apprendre le russe, c'est compliqué, et puis, enfin, je trouve qu'il y a une différence, mais après je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, parce qu'il y a des hommes étrangers qui s'intègrent, qui font tout pour s'intégrer, etc., donc convenablement. Mais moi c'était plus, pour moi, une recherche d'un bien-être. Et j'en ai parlé avec d'autres femmes françaises, c'est plus une approche de bien-être en fait. On veut se sentir dans un endroit où on va se sentir bien avec nous-mêmes, voilà, en accord avec nous-mêmes, avec les autres aussi, parce que voilà, on aime d'être accompagné avec des Russes, d'avoir des amis russes. Donc c'est plus, on va dire, une écoute, en fait, un bien-être qu'on recherche. C'est plus ça. La motivation, j'ai remarqué, hein, même par rapport aux femmes étrangères, femmes françaises qui veulent venir en Russie, on ne parle pas des hommes. Enfin, moi, dans les Françaises que j'ai rencontrées, la motivation, il n'y a pas l'homme, en fait. Il y a juste, c'est un pays fascinant, avec une très belle culture. On a envie d'en apprendre, la langue russe, on va tout faire pour apprendre. Et surtout... de se sentir bien dans un pays et puis se projeter dans l'avenir. Très intéressant. C'est que sans doute, en fait, pour beaucoup de femmes aujourd'hui, la vie en France est quand même compliquée parce que d'un point de vue sécurité, d'un point de vue... on se sent pas vraiment très confortable quand on est une femme en France. Et puis quand tu regardes les alternatives, moi je dirais qu'il y a vraiment peu de pays, autres que la Russie, où on peut vraiment se sentir dans un cadre européen et en sécurité, dans un confort, avec des opportunités. D'ailleurs, les hommes européens qui viennent en Russie seulement pour des raisons on va dire, relationnelles, pour rester poli. Vous avez tort, parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il y a beaucoup d'opportunités business, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, il y a énormément de choses à faire. Et d'ailleurs, on a pas mal de projets ensemble justement là-dessus. Oui, on a un projet d'investissement. Donc il y a des opportunités d'investissement. C'est ça, on est sur un projet justement de type coopérative en fait, pour justement les étrangers qui veulent investir en Russie et notamment construire quelque chose, un projet professionnel. On est sur ce type de projet, et s'il y a des gens notamment qui sont dans le milieu de l'agriculture, de l'élevage, pas que. On a un projet qui va tourner autour de ça, effectivement, en Russie, dans une zone qui n'est pas très loin de Moscou. Voilà, on est en train de concrétiser tout ça, de travailler sur une approche d'aide, en fait. Donc, s'il y en a que ça intéresse, de se dire...
je veux investir en Russie, je veux investir dans un vrai projet concret avec une rentabilité derrière et qui peut aider aussi l'économie russe. Oui. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut mieux vous en parler en fait en échange plutôt privé. Oui. On va produire on va beaucoup de choses. évoquer des thèmes par rapport à ça, l'investissement en Russie, c'est très intéressant. Ouais. Donc si vous êtes un homme ou une femme, une famille, peu importe, francophone ou peu importe, occidentaux, et que vous avez besoin d'avoir des idées d'investissement, d'opportunités en Russie, sachez que c'est le moment parce que il faut, comme on dit en investissement, il faut être early investor. Le premier investir. Exactement, il y a tellement de choses à faire. Et c'est vraiment une incroyable entrée dans les BRICS, parce que la Russie, c'est le seul pays des BRICS européens. Il n'y a pas de barrière culturelle comme on peut avoir avec la Chine, avec l'Inde, le Brésil, etc. Et pour moi, aujourd'hui, Moscou, c'est vraiment le Dubaï du Nord. C'est le Dubaï du Nord, oui. Voilà. Il y a évidemment certaines particularités, on va dire des nuances pour venir, pour investir, etc. Mais il y a vraiment très peu de contenu en fait sur YouTube qui parle d'opportunités d'investissement en Russie, tu vois. Je veux dire, tu veux investir dans l'immobilier en Russie, tu ne trouves pas d'informations sur Internet. Il y a très peu de contenu sur ça. Je sais pas, investir dans une start-up, il y a tellement. Je parlais tout à l'heure de développement logiciel pour remplacer tous les logiciels. Les logiciels américains, etc., professionnels dans le B2B, dans le SaaS, etc. Il y a une armée de développeurs ici, de programmeurs et de compétences. Il y a beaucoup de projets qui lèvent des fonds, etc., par exemple. Donc il y a tellement de choses à faire ici. Mais oui, en fait, ça se développe. En fait, c'est un pays qui se développe, et encore, même si la bureaucratie est compliquée et tout, mais il y a quand même beaucoup plus de facilité d'obtention qu'en France. Je vous assure, en France, c'est vraiment une usine à gaz, alors qu'en Russie, non, vous pouvez avoir des choses beaucoup plus simplement. Donc voilà, s'il y en a qui ont un intérêt pour ce pays, pour entreprendre, pour investir, nous, de toute façon, on va faire des approches de thèmes par rapport à l'investissement en Russie pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Voilà, des achats de terres, des ouvertures de comptes en banque, création d'entreprises, des statuts juridiques, si ça vous intéresse. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut faire un élevage de poules pondeuses, je répète, un élevage de poules pondeuses, s'il vous plaît, je peux vous aider. Voilà qui est dit. Oui. Le mot de la fin? Eh bien, écoute, le mot de la fin, ça a été un plaisir de faire ce podcast. J'espère que ça a éclairé un peu la vision de certains par rapport au sujet de la Russie, la Russie traditionnelle. Et puis, écoutez, vous pouvez me suivre sur mon canal YouTube. Et nous, on continuera à faire des podcasts et des vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode, peut-être un troisième, on verra en fonction de vos réactions. On va peut-être on va avoir d'autres invités, peut-être. Oui, d'autres invités, voilà, pour toujours parler de la Russie, et parler de la Russie d'un point de vue, on va dire, de quelqu'un qui vit en Russie, et de quelqu'un qui est jeune, entre guillemets. On n'est pas encore les vieux boomers. Voilà, c'est ça. Donc, non, si vous êtes vieux, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, les amis, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou sur celle de Lily. Allez vous abonner, je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Allez, paka paka. Paka paka.